Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, on faisait des farces avec ça il y a un instant, mais c'est vraiment c'est une sorte de petite révolution dans plusieurs écoles, en commençant avec ce qui est certainement le plus gros morceau, là, avant même le vouvoiement. C'est la fin des cellulaires. Mais c'est à la une du journal, d'ailleurs, ce matin, cette annonce du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Donc, à compter de la rentrée 2025, c'est terminé les cellulaires, non pas juste en classe comme c'est déjà le cas, mais vraiment à l'intérieur de l'école, sur le terrain de l'école, du début à la fin de la journée, que ce soit au primaire, au secondaire, au privé ou encore au public. Il n'y a pas que les cellulaires là, qui seront interdits. On parle des montres intelligentes aussi, même des écouteurs. Tout ça devra être rangé du début à la fin de la journée. Il y aura aussi la création, puis ça a été annoncé hier, là, d'équipes spécialisées, parce que souvent, et on l'a vu dans les derniers mois et les dernières années, les cellulaires étaient au cœur notamment de toute l'intimidation à l'école. Quand il y avait des bagarres, quand il y avait des assauts sur les élèves, c'était filmé, c'était relayé sur les réseaux sociaux. Alors, il y aura création d'équipes spécialisées. Là, on nous dit un peu comme des SWAT là, hier. 2,3 millions de dollars seront alloués à ça. Et maintenant, pour ce qui est de la politesse, le civisme, on a annoncé des mesures pour renforcer le respect dans les écoles, comme le vouvoiement. Dans toutes les écoles québécoises, les élèves qui vont devoir s'adresser aux membres du personnel en utilisant les termes « monsieur » et « madame ». Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne laisse pas la liberté aux classes et aux profs de choisir. Ouais, mais là, je pense qu'on veut donner un coup de barre. Comment on va sévir si on est un prof, tu sais? Pénitence parce que vous m'avez pas vouvoyé? Non, je pense que le but à terme, c'est que tu n'aies plus besoin de sévir, que ça devienne la nouvelle norme, l'habitude partout. Ça, cette question-là, ça a été soulevé hier. D'ailleurs, les sanctions resteraient à définir. Mais voici d'ailleurs le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui nous parle plus spécifiquement là, des cellulaires et pourquoi c'est important d'agir maintenant. Je pense qu'il y a un large consensus maintenant au sein de la société québécoise pour dire ça va faire parce que ça nuit à la concentration, ça crée des distractions, ça crée de la cyberintimidation. Cette mesure favorise la socialisation. Dit autrement, quand il n'y a pas de cellulaire, les jeunes se parlent. Les jeunes se parlent. Mais les jeunes n'ont pas applaudi là, à l'annonce de cette nouvelle-là. J'entendais des extraits dans des vox pop qui disaient oui, mais là, comment on va faire pour, exemple, payer des factures, discuter avec nos proches? En même temps, vous n'avez pas un agenda de PDG. Là. Vous pouvez faire ça hors des heures de classe. Une facture à payer absolument à 3 heures l'après-midi en 2 cours, je ne sais pas. Non, mais il y avait dans le rapport, tu sais, le comité parlementaire qui a fait la suggestion, la recommandation. On a consulté dans des écoles, on a consulté des profs, même des élèves. Il y avait un sondage là-dedans, auprès du grand public. Et dans tous les groupes d'âge, c'était favorable. Chez les 50-60 ans, c'est là que c'est le plus haut, mais chez les 20 à 30, 30 à 40, dans tous les groupes d'âge, c'était favorable. Mais comme ils disent dans Astérix, sauf un. Dans tous les groupes d'âge, sauf un, il y a un groupe d'âge où c'était très, très, très défavorable à l'interdiction des cellulaires. Genre, je pense que c'était 15% qui étaient en faveur. Et c'est les 12-17 ans. Oh, ah oui, tout à dit. Oui. Où là, vraiment, chez les jeunes, donc qui sont au secondaire présentement, c'était vraiment une très, très faible minorité là, qui était, bon, tu vas dire, comme ils sont directement visés, peut-être c'est pour ça, puis leurs parents, leurs grands-parents, tout le reste de la société est d'accord, mais les jeunes n'étaient pas d'accord du tout. Donc, à mon avis, ça va quand même demander une adaptation. On va parler durant l'émission avec le porte-parole des directions d'école parce que ce que je comprends, c'est que dans plusieurs régions, tu sais, mettons l'agenda étudiant là, avec les règles de vie, c'est déjà parti en impression, là, ou sur le bord de partir à cette date-ci, c'est déjà produit. Puis, donc là, le gouvernement décide de nouvelles règles de vie après la date où on part en impression avec l'agenda étudiant. Alors, ça va soulever des questions. Bon, ça continue d'être l'hôpital qui attire l'attention de tous, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Encore hier, à la période des questions à l'Assemblée nationale, ça a été que ça. Oui, ça brassait. D'ailleurs, je vous ferai entendre un extrait dans un instant, mais on a de nouvelles révélations là, ce matin sur les impacts de cette panne de courant à Maisonneuve-Rosemont qui a entraîné des bris d'appareils. Alors, visiblement, on a encore de la difficulté à se remettre de cette tempête là, de mardi soir, ces orages violents. On a de nouveaux détails dans la presse ce matin qui nous apprennent
apprend que 2 des 3 appareils qui servent à l'analyse des prélèvements sanguins en hématologie générale ne fonctionnent plus. Ce que nous dit le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, c'est que ces bris découlent de l'instabilité du réseau d'alimentation électrique survenu lors de cette panne-là. Il y aurait eu surcharge électrique. Maintenant, on devait commander les pièces là, pour effectuer les réparations. On souhaite un rétablissement dans les prochaines heures. Pour ce qui est des laboratoires de Maisonneuve-Rosemont, ils analysent habituellement de 2300 à 2500 échantillons par jour. Alors, on prend du retard. Plus cette panne-là, plus ces problèmes-là s'étirent, plus le retard est grand. Le collègue Yves Poirier de TVA Nouvelle, hier, nous présentait ces images là, du toit, pas du toit, mais du plafond qui coulait dans Maisonneuve-Rosemont sur certains étages. Alors, vous comprendrez que ça a rebondi encore une fois à l'Assemblée nationale, l'opposition qui a maintenu la pression sur le gouvernement. Voici Marc Tanguay chez les libéraux, rue Bagazal, Québec solidaire, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, suivi du premier ministre Legault. C'est l'image de son mauvais gouvernement, Madame la Présidente, et on parle de catastrophe appréhendée. Moi, ce que je demande au premier ministre, c'est d'éviter la mort de quelqu'un. Au nom de la décence élémentaire, est-ce que le premier ministre peut faire la seule chose que lui demande le Québec, démarrer les travaux de rénovation d'HMR? On a des décisions à prendre presque à tous les jours, des décisions qui sont déchirantes. Enlever 85 millions à un, le donner à l'autre. Mais ce qui semble clair, en tout cas, plus la semaine avance, c'est que plus le discours change au gouvernement. Puis, comment dire, il essaie de... Si tu tournes le volant trop vite, tu fais un tête à queue, là, tu pars en vrai, il essaie de faire ça. Mais tout à coup, on cherche l'argent. Là, la semaine passée, on disait c'est pas possible de le faire. Puis là, cette semaine, on dit oui, tout le monde veut le faire. Là. On cherche l'argent. Oui, c'est ça, exactement. Alors moi, je continue de penser que d'ici la fin mai, il va y avoir une annonce dans ce dossier-là. D'ailleurs, un mot, Mario, sur Maisonneuve-Rosemont. Ce matin, dans le journal Lettre ouverte, la présidente de la FIC, Julie Bouchard, je vous en lis un petit extrait. Là. Tout comme le Collège des médecins du Québec, nous lançons un cri du cœur et un cri d'alarme. Le gouvernement doit immédiatement donner un échéancier clair, contraignant et public pour la réfection complète de Maisonneuve-Rosemont et doit cesser de soumettre le personnel à des risques évitables, doit investir sans délai dans un environnement digne pour ceux qui sauvent des vies. Ça va pas tellement mieux la Cité de la Santé à Laval? Pas trop, non. Et selon des documents obtenus par nos collègues de TVA Nouvelle, c'est une situation qui aurait même mis en péril la sécurité des patients et la sécurité du personnel soignant. Rapportons-nous à la soirée du 28 avril et à la nuit du 29 avril. L'urgence débordait de patients, la capacité était largement dépassée et les temps d'attente pour consulter un médecin qui ont dépassé les 10 heures. Alors, faute de civière, il y a des patients qui étaient redirigés vers la salle d'attente. C'est des gens qui ont eu un malaise en voyant les résultats de l'élection? Probablement. Ça a conduit plein de gens à l'urgence. C'était pas des partisans de M. Carnet. Et il y avait des délais même pour des priorités comme P2, là, qui habituellement doit être pris en charge. Ça doit être quasi instantané. Là, assez rapidement. Donc, nos collègues de TVA Nouvelle qui ont obtenu 9 rapports d'incidents qualifiés de situations dangereuses rédigés par des médecins et des infirmières à l'intention de leurs supérieurs. Alors, ça démontre toute la pression dans le réseau de la santé. Les travaux se sont continués toute la semaine à cette commission d'enquête sur le scandale SACLIC. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la SAAC évaluait au départ à 200 millions seulement sa transformation technologique. Là, c'est pour vous dire que ça a coûté pas mal plus cher que ça. C'est quand, dans la catégorie, on sous-évalue les impacts d'une transition. C'est un très bon exemple. Et selon la demande signée par la PDG de la SAAC et le ministre des Transports de l'époque, Nathalie Tremblay et Robert Poetti, la modernisation des systèmes informatiques de l'organisation, c'est ça, c'était évalué à 200 millions sur 10 ans. Et ça a été révélé hier à la commission Galland qui se penche là, sur les déboires de ce virage numérique de la société d'État. Maintenant, le contrat cadre finalement octroyé à un groupe de firmes en juin 2017 s'est élevé à 458,4 millions. Et les audiences de la commission Galland reprendront le 13 mai. Ça se fera du côté de Québec maintenant et on connaît la suite. Là. C'était pas finalement 500 millions, ça aurait été 1,1 milliard. Plus de 500 millions de dépassement de coûts. Mais on a eu hier ce fait intéressant, mais on n'a quand même pas l'explication, parce que c'est toujours... D'abord, il faut dire que là, on parle de la SAAC, mais il ne faut pas se leurrer, tous les contrats informatiques du gouvernement dépassent les coûts, et pas de 2 %. Là. Dans ce genre de ratio-là, là, ça coûte 2 fois ce qui était prévu, ça coûte 1 fois et demi, 2 fois et demi. Pourquoi? Est-ce qu'on sous-évalue au départ? Est-ce que les firmes font des sous-évaluations volontaires pour encourager le gouvernement à donner le feu vert puis mettre des extras ensuite?
Moi, quelqu'un qui a déjà fait, puis qui n'est pas un décideur, là, qui est juste un programmeur, là, qui était à la base, fait le travail, mais il dit travailler pour le gouvernement à chaque fois, on fait tout en double entrée parce que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut. Le gouvernement, en cours de route, change d'idée, etc. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que le gouvernement, en matière informatique, n'a pas le bon personnel à l'interne pour... Exemple, en construction, là. Si tu fais des plans et devis pour un bâtiment, puis tu sais pas ce que tu veux, puis tu changes d'idée en cours de travaux, c'est sûr que ça va te coûter une fortune. C'est un peu pareil pour l'architecture informatique. Si tu sais pas... moi, j'ai pas l'explication. Je note que là, OK, ça devait coûter 200, ça a coûté 5 fois ça, 6 fois ça. Mais pourquoi? C'était-tu mal évalué au départ? On s'est-tu fait rouler dans la farine en cours de route? Moi, j'ai toujours pas l'explication. J'espère que la commission va réussir à nous la donner là, avec la somme de tous ces travaux. Il y a eu une manifestation hier qui, à la surprise générale, s'est terminée dans la violence avec un affrontement avec les policiers. Cette fameuse manifestation qui revient là, à chaque année, la convergence des luttes anticapitalistes, la manifestation contre le capitalisme. Oui, il y a eu des affrontements avec des policiers, il y a eu des arrestations également. On attend le bilan de la part de la police comme telle, mais ce qu'on peut lire dans le journal, il y a des objets et des pièces pyrotechniques qui ont été lancés à l'endroit des policiers. Il y en a même un qui a été blessé. Alors maintenant, il y a eu des arrestations, feront face à toutes sortes d'accusations, Mario. On parle d'entrave, agression armée, menaces. Et c'est une grosse journée de manifestation. Un peu plus tôt, là, il y avait eu la Journée internationale des travailleurs. Encore là, on est dans différents registres, puis ça se termine pas tout de la même façon, puis il n'y a pas des escarmouches à chaque fois, là, comprenez-nous bien. Manifestation pour célébrer la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Il y a eu des contre-protestataires aussi, là, pro-palestiniens, mais vraiment la manifestation qui a le plus retenu l'attention, c'était celle dans Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, de la convergence des luttes anticapitalistes. Qui, eux, font toujours ça le 1er mai pour la fête des travailleurs. Je trouve tellement ça logique, Alexandre. Oui? Parce que pour la fête des travailleurs, là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, OK, tu prends des gens qui sont des trains de savate, qui payent pas d'impôts, qui contribuent pas, ou sinon, s'ils travaillent, ce genre de personnes travaillent dans des organismes qui se têtent des subventions du gouvernement, qui sont de toute façon à la solde des impôts des travailleurs. Puis là, tu pars, puis là, tu vas faire du temps supplémentaire aux policiers qui coûtent de l'argent d'impôts aux travailleurs pour aller briser le bien public qu'on va devoir réparer avec l'argent des travailleurs. Je trouve que c'est tellement le fun pour les travailleurs de voir, tu dis, OK, on t'enlève la moitié de ta paye en impôts, puis garde comment ces beaux génies s'assurent que ton argent va être bien dépensé. Fait je me dis, si moi je suis un travailleur, il n'y a rien qui peut me rendre plus fier que de voir, je suis rentré à la maison après une dure journée de travail, des beaux trains de savate qui font de la merde comme ça dans les rues, ça me rend heureux. Je me dis, je me débouche une bière, bon, mais là, les travailleurs, on fête ça. Oui. On fête en grand, on est heureux, ça va bien. Ben, ça m'apparaît très logique. Je veux les remercier. Puis il y a des anticapitalistes, mais tu as aussi là-dedans des gens qui vont dire, si tu leur passes le micro, ils vont t'insulter parce que les journalistes font partie du grand complot capitaliste. Ça a l'air, oui. Mais ils vont dire, ils sont des pacifistes. Ce sont des pacifistes. Au fond, là, c'est tout le complexe militaro-industriel. C'est des pacifistes. Mais ils ont des briques dans les mains. Oui, c'est ça. Ah, mais vous n'étiez pas au conclave, vous, Non. C'est des pacifistes. Mais des pacifistes qui, accessoirement, lancent des briques aux policiers. Mais là, ça, faut pas y voir de contradiction. Bon, revirement majeur dans Terrebonne. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui, à la suite de ce processus de validation, ce recomptage. Et revirement de situation, c'est bel et bien, effectivement, le Bloc québécois qui remporte Terrebonne. Donc, Nathalie Sinclair-Desgagnés qui gagne la circonscription à la suite du recomptage par 44 voix. Total, donc 23 340 voix. Sa rivale libérale qui se faisait très discrète là, dans les médias, on ne l'a pas vu beaucoup, on ne l'a pas vu du tout, en fait. Tatiana Auguste. Elle avait été déclarée gagnante mardi. Finalement, a obtenu là, 23 296 voix. Dans le cas donc de ce processus de validation des résultats, là, donc c'est la candidate du Bloc qui remporte tout ça. Elle est la députée sortante. Elle affirme que le dépouillement judiciaire pourra avoir lieu au cours de la semaine prochaine parce que l'étape à ce stade-ci, c'était vraiment un processus de validation des résultats. Ouais. Si bien que là, les libéraux se retrouvent avec 168 députés et non 169. Alors, on est à 4 députés de la fameuse majorité. Et j'ai su de sources pas mal sûres hier qu'il y avait eu du maraudage. Je mettais ça en doute moi-même. Je me disais, c'est-tu vrai qu'il y avait eu du maraudage? C'est-à-dire que les libéraux ont quand même rêvé d'essayer, si on réussissait à débaucher un néo-démocrate ou deux, un conservateur un peu plus mou ou deux, je ne sais pas même si on serait allé jusqu'à leur offrir des ministères. Ça s'est déjà fait dans le passé.
mais pour faire passer des gens au Parti libéral pour atteindre le 172. Mais ça a l'air niaiseux, mais là, entre en débaucher 3, puis là, en débaucher... Tu réussis pas pour 3, puis là, tout à coup, t'en as 4. Fait qu'on dirait que ça vient confirmer que le gouvernement va rester minoritaire. Aux gens qui se demandent comment ça se peut, là. Parce que les gens ont l'impression qu'on s'est couché lundi soir, puis le Terrebonne était bloquiste. Le lendemain après-midi, il est redevenu libéral, il redevient bloquiste. Je prends ça un morceau à la fois. Quand on s'est couché lundi soir, c'était bloquiste par 28 voix. Très, 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 très peu. 28 voix sur 50 quelques mille, 60 000. Mais... Il manquait une boîte. Il manquait une boîte. Il n'était pas fini de compter. Cette boîte de scrutin, c'était le vote par la poste. Quand on a compté cette boîte, qui était très majoritairement libérale, les libéraux ont repris le devant. Fait que là, ça, c'est clair. Le résultat du comptage de tous les votes initial, là, ce qu'on vient de faire, c'est un recomptage, parce qu'en dedans d'une certaine marge, c'est la loi, c'est la norme, on recompte. Et là, le recomptage, on nous a pas dit où il y a eu l'erreur, parce que ça a quand même reviré d'une soixantaine de voix en faveur du Bloc cette fois-ci. Est-ce que c'était des votes... Parce que des fois, des votes ont été annulés. Est-ce qu'on avait annulé des votes en étant trop sévère? Ou est-ce qu'on avait accepté des votes où le bulletin avait été barbouillé? Ou parce que si tu barbouilles, il y a des choses qui sont pas acceptables. Parce qu'on avait trop refusé ou trop accepté des votes. Parfois, c'est juste une erreur mathématique, là. Quelqu'un qui, dans un bureau de vote, a mal additionné ou la colonne, une inversion entre deux chiffres. Il y a tout ça qui est possible. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Là, le dernier recours, c'est que les libéraux pourraient quand même demander un autre recomptage, mais celui-là judiciaire. Où là, on refait le même exercice de recomptage, mais en présence d'un juge. Puis à chaque fois qu'on ne s'entend pas sur un bulletin de vote, c'est carrément ça, le recomptage judiciaire. À chaque fois qu'il y a conflit, ouais, moi je pense qu'il est bon ce vote-là. Ben non, moi je pense qu'il est pas bon. T'as des représentants de chacun des partis. Et là, c'est nul autre qu'un juge à qui on va montrer le bulletin, puis qui dit « je l'accepte, je le refuse ». Est-ce qu'on va vouloir aller là? Je le sais pas. Mais c'est moi où c'est long. On est rendu c'est long, vendredi. compter 60 000 votes un par un, c'est quand même... Mais si tu fais ça de ta journée, là, je sais pas. Oui, mais là, ça a pris quoi? Ça a pris 2 jours, ouais. C'est un peu... Ça a pris de la fois mercredi, jeudi, là. C'est sûr que c'est assez long. Ce qu'on oublie, c'est qu'on se dit, voyons, comment c'est qu'il y a eu une erreur? C'est que, mettons, dans la soirée de lundi, là, c'est des milliers de votes ou des gens qui sont fatigués, qui ont passé le fond du comptage jusqu'à minuit. Des erreurs, c'est sûr qu'il s'en fait partout. Mais je sais pas, moi, dans le comté rural de l'Alberta, où le conservateur a gagné par 25 000 votes. Mettons, là, on a écrit dans le résultat 25 212. Mais si on avait bien compté, ça serait 25 208. Mais on le saura jamais parce que, tu comprends, le chiffre, l'écart est tellement grand que personne ne demande de recomptage. Puis, tu vois qu'il y a probablement un paquet de petites erreurs de quelques votes qui sont là, ici et là, mais qu'on apprendra jamais, on le saura jamais, parce que, bon, le résultat est le résultat. Le perdant conteste pas. Il n'y aura pas de recomptage, on me dit au Nunavik. On me dit qu'il n'y aura pas de recomptage. Non. Là, ça, c'est plus grave. Tu sais que ça serait grave. Le directeur des élections s'est platement excusé, mais pour des gens qui ont perdu... J'ai pas souvenir que ce soit déjà arrivé dans l'histoire que des gens carrément perdent leur droit de vote. Dire, moi, je veux voter, là, puis il n'y a pas de bureau de vote ouvert dans ma ville, dans mon village, je peux pas voter. Élections Canada m'a répondu par courriel parce qu'ils ont refusé les demandes d'entrevue, là, mais c'était vraiment ça. Ils parlaient de la météo, entre autres, mais il n'y a eu aucune excuse, aucun rien. On est vraiment désolé pour la bourde. Zéro. Ça, je trouve ça encore pire. Bon. Il y a Maxime du Saguenay qui veut intervenir dans le dossier du vouvoiement. Oui. Pour chaque vouvoiement manqué, 25 push-ups. Ben, tu fais ton entraînement en même temps. Oui, tu fais d'une pierre deux coups. Richard Séguin qui est honoré cette fin de semaine. Une grosse soirée Socan, c'est le 35e gala Socan, 100e anniversaire d'ailleurs de Socan, qui est la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de la musique. Donc, il sera intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Il rejoint donc les Michel Rivard, Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude Dubois, Diane Tell, Serge Fiori, il appartient à ce club. Mais oui, complètement. Contredit. Il y a au moins 15 de ces chansons qui ont obtenu le statut de classique Socan. Je vois pas quelle chanson il a fait qui est dans le champ. Là. Je veux dire, ses textes sont encore pertinents aujourd'hui. C'est exceptionnel ce qu'il a fait, Richard Séguin. Je frappe aux portes du matin. Des frappes aux portes du Panthéon. Ben oui.
C'est apparu en 1991 aux portes du matin. Félix de l'album de l'année. Il a reçu le prix Sylvain Lelièvre en 2010 pour sa carrière exceptionnelle. Celui qu'on décrit également comme un militantisme qui nous a proposé 13 albums solo, en plus de 7 en collaboration. C'est à la fois un citoyen militant. On pense à Saint-Venant-de-Paquette. Il est là depuis 50 ans puis il a mené plusieurs causes à bout de bras. Puis lui, il est fier de faire partie de ça parce qu'il dit, tu sais, nous, on nous joue presque plus à la radio commerciale. Puis pour lui, la langue française, c'est primordial d'assurer la survie des créations. J'avoue que moi, quand j'entends cette chanson-là de Richard Séguin, il y a toujours une petite larme à l'œil. C'est comme, c'est connecté direct avec le cœur, ça. De ne jamais vieillir, de ne jamais mourir, sous les cheminées, c'est qui brûle jour et nuit, sous les cheminées, c'est qui brûle jour et nuit. C'est Patrice Michaud qui aura l'honneur d'introniser Richard Séguin. Il y aura Simon Godin qui est un guitariste et grand complice de Richard. Luce Dufault, Vincent Vallière et Joran également vont offrir prestation durant la soirée. Et il y a une première quand même dimanche, c'est le groupe Musaïon qui va remporter le prix Empreinte culturelle. Musaïon, vous connaissez assurément la chanson La vie t'inègue. C'est la première fois qu'une chanson hip-hop atteint le statut d'empreinte culturelle en 34 ans d'histoire. C'est la première fois. Puis c'est une superbe chanson qui a traversé le temps. Quand on l'entend, on sait que l'été est pas loin. Donc ce sera une grosse soirée. Charlotte Cardin aussi sera récompensée. Kate Ranada. On vous donnera des détails lundi. Avec plaisir. Et parlant de détails, on en aura plus sur ce que pensent vraiment les patrons du club de hockey canadien de la saison. Ouais, le bilan de saison 9h30, c'est au complexe sportif CN de Brossard. On entendra bien sûr des joueurs. Celui qu'on a très hâte d'entendre, ce sera entre autres David Savard qui accroche ses patins à la suite d'une carrière d'au-delà de 900 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des commentaires de joueurs dans l'air qui laissent entendre que David Savard pourrait être récupéré par l'organisation du Canadien dans la formation des défenseurs, dans le coaching. Ce serait un choix logique parce que même du propre aveu de Martin Saint-Louis dans ses commentaires d'après-match à l'élimination du Canadien contre les Caps, Saint-Louis disait que Savard a eu une influence, une empreinte sur les jeunes du groupe. Alors ça, c'est clair que ce serait une décision extrêmement logique. Maintenant, pour l'état-major du Canadien, ça va se faire lundi. Dans le cas de Jeff Gordon et de Kent Hughes, ce sera lundi. Mais bref, une saison où on a vécu quand même, souvenez-vous, là, une montagne russe d'émotions. Le Canadien, ça nous faisait sourire un petit peu lorsqu'au tournoi de golf, disait, on va être dans le mix, on va être dans le mix. Surtout que la saison a commencé de très mauvaise façon. Le premier mois, le Canadien, l'automne passé, était 32e sur 32. Avant Noël, on avait monté un petit peu, mais ça a été vraiment dans la deuxième moitié de la saison. Puis même un peu plus loin, au retour de la confrontation des 4 nations, que là, le Canadien a enfilé les victoires, ce qui a mené à une participation tardive qui s'est jouée sur le dernier match de la saison en série. Alors oui, on s'est fait sortir en 5 contre les Capitals de Washington, mais il n'y a pas de quoi rougir. Par contre, on a soulevé quand même certaines lacunes importantes de cette formation-là. Et ce sera cet été. Là, ce sera à Gorton et à Hughes d'aller trouver, entre autres, un deuxième centre, ajouter peut-être un peu de poids à l'alignement. Et il faudra remplacer David Savard là, dans l'alignement, qui avait un rôle extrêmement important. C'est des carences qui sont revenues dans la discussion puis qui nous ont rattrapés jusqu'en série. Là. C'est comme tu traînes ça, puis quand t'arrive le moment le plus important, tu traînes ça